Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Bonjour Pauline. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire du coup présenté par Mission RGPD et SBSR. Et justement, je vais laisser Pauline se présenter et présenter le groupe SBSR. Donc voilà, comme l'a dit Thibaut, je suis Pauline Capot, je suis chef de projet au sein du groupe SBSR et j'ai aussi en charge toute la partie RGPD à la fois du groupe, mais aussi de nos clients. SBSR, qu'est-ce qu'on fait? On propose une offre transverse à l'ensemble de nos clients, que ce soit du bureau à l'équipement en informatique, en solution de sauvegarde externalisée. On propose des solutions clés en main à nos clients, et on est le référent unique sur l'ensemble de leurs projets. Maintenant que je me suis présentée, je laisse Thibaut en faire de même pour se présenter et présenter Mission RGPD. Merci Pauline. Donc je me présente Thibaut, je suis Data Protection Specialist chez Mission RGPD. Et Mission RGPD, qu'est-ce que c'est? C'est justement une plateforme pour vous aider à vous mettre en conformité. SBSR peut vous accompagner à travers leurs prestations justement via notre plateforme où vous allez pouvoir tenir toutes les procédures obligatoires ainsi que le registre des traitements dans un cadre simplifié justement pour vous permettre de vous mettre en conformité. Mais vous aurez une petite présentation rapide de la plateforme tout à l'heure. Aujourd'hui, justement, le thème de ce webinaire, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, on va faire un petit retour en arrière, justement, sur les enjeux, les obligations du RGPD. Et on va vous donner aussi quelques conseils pour pouvoir vous mettre en conformité plus facilement sur ce thème-là. Donc, on va commencer justement, c'est Pauline qui va reprendre la main sur les enjeux du RGPD qui va vous expliquer tout ça. J'oubliais, pardon, excuse-moi Pauline, avant que tu commences, n'oubliez pas, on a une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas via le chat à nous poser vos questions et puis on les prendra et on y répondra à la fin du webinaire. Pauline, je te laisse la main. Merci Thibaut, exactement. On va repartir un petit peu sur les enjeux du RGPD. RGPD, c'est en œuvre depuis 2018 en France et dans tous les pays membres de l'Union européenne. Le RGPD a quand même pas mal d'enjeux. Le premier, c'est celui que vous connaissez très certainement le mieux, c'est les enjeux financiers et économiques. Une enquête CNIL après une plainte, ça engage beaucoup de coûts financiers, notamment de mise aux normes et d'amélioration. 4% du chiffre d'affaires, c'est l'amende maximale. Ça, je pense que vous l'avez tous entendu. Et on martèle assez le message à 4% du chiffre d'affaires qui peut être en sanction. Et il y a aussi des coûts cachés qui là ne sont pas forcément visibles, mais c'est une perte de chiffre d'affaires qui peut être liée à un arrêt le temps d'une enquête ou d'une mise aux normes. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu juridique. Quand il y a une plainte au niveau de la CNIL, on nomme un responsable. Vous avez certainement vu
passer dans les médias des sanctions, notamment Google, hein, puisque c'est un petit peu la sanction phare aujourd'hui. Mais effectivement, on est nommé en tant que responsable et qu'on n'est pas conforme. Le dernier point, et qui est là, est un enjeu qui n'est pas forcément pris en compte par les entreprises, c'est l'image de l'entreprise. Effectivement, comme on vient de le dire, on dit vous n'êtes pas conforme, donc les personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit vos fournisseurs, vos clients, mais aussi vos collaborateurs, peuvent perdre confiance en votre entreprise, et c'est aussi un enjeu qu'il ne faut pas négliger. Thibaut, je te laisse continuer. On parlait de sanctions, donc je pense que tu peux en parler. Exactement, donc quelques chiffres clés, hormis voilà les 160 000 notifications en Europe, il y a beaucoup plus de sanctions, comme Pauline le disait, le RGPD maintenant permet de sanctionner beaucoup plus fort. Donc on a eu les 50 millions de Google, récemment il y en a eu d'autres, il y a eu du Amazon, du Twitter, rien qu'en France. Et dans tous les pays européens, c'est pareil. Il faut savoir qu'au début, la CNIL et les autorités compétentes dans chaque pays s'attaquer entre guillemets au gros. Maintenant, on voit beaucoup plus souvent la CNIL s'attaquer aussi à des sociétés. On a vu des médecins, des professions libérales, donc se faire sanctionner. Alors forcément, les amendes sont beaucoup moins hautes. On parle de 6 à 10 000 euros. Mais on a eu par exemple du Carrefour Bank à hauteur de quasiment 2 millions. Donc voilà, la CNIL arrive de plus en plus vient chercher pour les sanctions. Et la dernière en date que je trouve assez, alors pas spéciale, mais qui va faire réagir, Pauline, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que la CNIL a sanctionné le responsable de traitement et son sous-traitant. C'est-à-dire qu'il y avait deux acteurs impliqués dans les traitements de données. Par exemple, si vous sous-traitez votre RH à un expert comptable, imaginez que l'expert comptable et vous êtes tenu responsable pour un manquement et les deux ont été sanctionnés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau dans le RGPD, cette responsabilité des acteurs et a été sanctionné pour la première fois. Donc voilà, on arrive maintenant, on n'est plus sur on va taper sur les gros, sur les GAFA. Maintenant, on arrive vraiment aussi sur des acteurs que des PME, des ETI qui peuvent se faire sanctionner. Et le dernier chiffre qui parle, c'est que 72% des entreprises s'estiment non conformes face au RGPD. Alors forcément, dans ces entreprises, il y en a, par exemple, un auto-entrepreneur sur un secteur particulier. Il a beaucoup moins d'obligations, disons, il a moins de données, mais en fonction de votre secteur d'activité, si vous êtes sur de l'assurance, sur de la santé, etc., vous avez beaucoup plus de risques de vous faire contrôler. Et on en parlait avec Pauline en off juste avant, les contrôles peuvent aussi venir d'une dénonciation. Donc que ça soit par exemple une personne qui n'arrive pas à exercer ses droits sur le site internet, donc maintenant on peut demander par exemple d'avoir accès à ces données. Vous pouvez essayer par exemple sur Facebook ou sur Le Bon Coin, ils ont mis en place des boutons où vous avez simplement à cliquer puis vous récupérez tout votre dossier, c'est automatique. Mais pour certaines sociétés, il faut écrire des mails ou faire un formulaire. Donc ça, c'est une première chose. Et là où la CNIL aussi et les autorités mettent l'accent, c'est la sécurité des données. C'est-à-dire, est-ce que votre système d'information est assez sécurisé, pardon. Est-ce que c'est facile de rentrer dans votre système? Est-ce que vous avez des données qui ont fuité? Donc voilà, c'est des points, puis je vais y revenir juste après, justement, avec les petits conseils, mais c'est des points à faire attention. C'est un peu des points qu'on pourrait nommer vitrines, c'est-à-dire qu'il faut les avoir en priorité, parce que lorsqu'il y a un contrôle, c'est les points qui vont être visés en priorité. Et Juste justement, Thibaut, pardon. oui. Non, j'allais dans ce sens-là. Aujourd'hui, sur la sécurité des données, pardon, en ce moment, vous l'avez tous vu, il y a beaucoup de cyberattaques. On parle d'hôpitaux notamment, mais on ne parle pas d'hôpitaux non plus de grandes villes. On n'est pas obligé d'être à Paris pour être victime d'une cyberattaque. Donc, c'est aussi pour ça que les contrôles vont se renforcer. Effectivement, il y a eu des sanctions vitrines, comme ce que disait Thibaut, Google. Mais aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se dire je suis à l'abri d'un contrôle. Un salarié pas content, un concurrent, un client pas content, ça va aller très vite. Donc aujourd'hui, il faut être vraiment vigilant sur le sujet RGPD.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on va aussi vous donner eh bien quelques bonnes pratiques à adopter pour justement commencer votre mise en conformité. Et la première, eh ben, c'est de désigner en interne soit un DPO. Donc un DPO, c'est un Data Protection Officer, c'est-à-dire c'est un peu le pendant du SEAL à l'époque. Donc c'est la personne qui va dans la société eh ben, être le point de contact entre tous ces aspects-là, ou alors nommer simplement un référent RGPD, donc quelqu'un au sein de la structure qui va regrouper tous ces points-là. Cette personne peut bien entendu aussi être externe, en la personne par exemple de Pauline, qui peut vous accompagner justement sur ces points, peut être désigné DPO pour vous et du coup, eh ben, va pouvoir impulser les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour commencer cette mise en conformité. Le DPO, c'est aussi la personne, si la CNIL vient ou s'il y a un contrôle, c'est de la personne qui va devoir répondre aux questions de la CNIL. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un en interne, d'avoir des procédures déjà en interne par rapport à tout ça. Le deuxième point, ça va être bien entendu de centraliser la documentation existante. Parce qu'avec le RGPD, on est passé dans un paradigme de vous devez en interne maintenant avoir la documentation. Avant le RGPD, pour certains, si vous en rappelez, il fallait envoyer à la CNIL un document pour certains traitements. Par exemple, pour avoir un fichier client-prospect ou sur des sites internet, ou même par exemple de la vidéoprotection, vous deviez le déclarer à la CNIL, faire un papier, vous l'envoyer, etc. Maintenant, tout ça, c'est en interne. Toute cette documentation, elle est en interne. Et il va falloir aussi centraliser la documentation qui concerne les contrats. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure avec les sanctions, les contrats avec les sous-traitants. D'être sûr que derrière, vous avez bien les mentions obligatoires de quelles sont les responsabilités, comment est-ce que vous allez gérer telle ou telle situation. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un regroupement de cette documentation en un point ou auprès d'une personne. On parle peut-être que vous avez entendu sur le RGPD d'accountability qui pourrait se traduire par de la traçabilité. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir tracer, de pouvoir documenter justement les différents processus. Et en documentant ces processus, vous allez pouvoir derrière aussi construire votre registre des traitements. Donc le registre des traitements, c'est un peu la notion phare du RGPD. En fait, ça vous permet d'avoir une photo à un instant T des activités qui sont faites sur les données personnelles de l'entreprise. Je vous montrerai justement dans Mission RGPD à quoi ressemble un registre des traitements et ce qu'il doit contenir, mais grosso modo, ça va contenir justement, si on prend l'exemple de la paye, j'espère que tous ceux qui sont ici sont payés lorsqu'ils travaillent dans les sociétés. Mais voilà, l'objectif du traitement de la paye, justement, c'est de rémunérer les salariés. Ce traitement, quelle est la population qui est concernée par ce traitement? Ça va être les salariés. Quel type de données ensuite va contenir le traitement? Donc, on va retrouver forcément votre nom, votre prénom, potentiellement votre RIB pour vous payer, etc. Donc, c'est vraiment une description de ces traitements qui va vous permettre de construire votre registre de traitement et d'avoir cette vision. Et ça va vous permettre derrière d'analyser vos traitements de données. Parce qu'avoir un registre des traitements à un instant T, c'est déjà bien, mais il faut aller plus loin. C'est parce que généralement, il y a des non-conformités et celles qu'on retrouve le plus souvent, je pense que Pauline, tu pourrais être d'accord avec moi, c'est les durées de conservation. Le RGPD impose une conservation limitée des données, c'est-à-dire que lorsque vous récoltez une donnée, elle doit avoir un temps de vie. Je prends un exemple assez parlant. Lorsque vous recevez par exemple un CV, soit pour une candidature spontanée, soit parce qu'il y a une offre, si vous ne retenez pas la personne, si elle ne va pas plus loin dans le processus, un CV, vous devez le garder 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, vous êtes censé détruire ce CV, ou moins, hein, ça bien entendu, mais la limite légale est de 2 ans. Et bien, pour tout un tas de données comme ça, vous devez avoir des procédures en interne. Alors, comme je le disais, c'est un peu le point noir de tout le monde, parce que, surtout de certains services qu'on ne nommera pas, mais parce que si, forcément, ça permet de travailler, mais ce qu'il faut se dire, c'est que d'éliminer de la donnée, ça peut être utile. Par exemple, sur de l'envoi de newsletters, imaginons, où vous avez un fichier, où ça fait 5 ans que vous avez le même fichier, que vous n'avez pas trié, vous allez avoir des adresses qui sont peut-être plus utilisées,
Vous allez avoir des personnes qui sont plus dans les bons services, donc finalement la newsletter ne les intéresse plus. Donc ça permet aussi d'avoir plus de pertinence au niveau de votre base de données, d'effacer régulièrement. Si vous n'avez pas eu de contact avec la personne depuis 4 ans, bah, je pense que voilà, la personne ne tient plus à vous, entre guillemets, donc vous pouvez peut-être effacer son adresse. Donc ça, c'est vraiment le point à respecter, c'est cette limitation des données. Voilà, donc ensuite, outre les audits des traitements, pardon, il y a la correction justement des écarts de conformité, donc ça peut être les durées de conservation. Autre point qui est généralement à revoir, ça va être les contrats justement avec les sous-traitants, parce que il va falloir, avec sous-traitants ou prestataires, ou même les contrats de travail, où il va falloir inclure des mentions d'information, des mentions légales, où on va expliquer ce qu'il faut faire, comment vous traitez les données, donc à quoi servent les données que vous avez, combien de temps vous les conservez, ce qui se passe justement, est-ce qu'à la fin de cette durée, vous les supprimez ou autre. Et par exemple, avec votre sous-traitant, comment vous allez gérer s'il y a une violation de données. Est-ce que votre sous-traitant gère de son côté? Est-ce qu'il vous prévient rapidement? Est-ce qu'il y a un délai, etc. Ça, c'est tout un tas de choses qu'il faut prévoir en amont. C'est sûr que c'est pas agréable de les prévoir avant, mais c'est toujours bien de les avoir une fois que ces choses sont arrivées. Et ensuite, vous avez la mise en place des procédures obligatoires sur le RGPD. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais on a tout ce qui est demande de droit. Donc, c'est-à-dire, voilà, une personne peut exercer ses droits. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire très attention. Il y a deux choses où vraiment je vais vous recommander de faire si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est la mise en place de demandes de droit. Donc, sur tous les formulaires, par exemple sur votre site pour s'inscrire à une newsletter, vous mettez votre mail, etc. C'est de mettre en petit caractère en dessous que vous récoltez les données justement pour l'envoi de newsletter et que les personnes peuvent exercer leurs droits auprès d'une adresse. Donc, soit une adresse mail, soit une adresse postale, soit un formulaire peut-être directement sur le site. Ça, la CNIL, elle fait vraiment attention et on parlait tout à l'heure des dénonciations. Si les gens veulent vous dénoncer, veulent porter plainte auprès de la CNIL, entre guillemets, pour vous, ça va être ça. Ils vont vouloir exercer leur demande, ils vont pas pouvoir, ils vont directement dénoncer. Il y a beaucoup de contrôles qui commencent comme ça. Pour s'éloigner un petit peu au niveau des contrôles, vous avez différents types de contrôles, dont notamment un qui est un contrôle sur des sites internet. Donc là, la CNIL, vous ne le savez même pas que vous êtes contrôlé. Elle a le droit de prendre une fausse identité. Donc imaginons que vous ayez des comptes clients, des créations de profils utilisateurs. La CNIL peut tout à fait venir créer un faux profil sur votre site et vous challenger, voir derrière, vous demander les données, la suppression, etc. Donc c'est pour ça que c'est important en interne d'avoir ce type de procédure. On a aussi les procédures de violation de données. Donc si jamais il y a une fuite de données, avoir en interne, savoir qui va intervenir. Est-ce que si vous avez un prestataire informatique, par exemple, qui s'occupe de ça, est-ce que vous avez des garanties avec eux? Est-ce qu'ils vont vous accompagner? Est-ce qu'ils vont vous aider à la résolution de ces fuites de données? Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les analyses d'impact. Donc là, c'est pour certains traitements qui sont avec des données, par exemple, sensibles, donc tout ce qui est données médicales, ou alors des traitements de données, ce qu'on appelle à grande échelle, donc sur une grande partie de la population. Là, il va falloir réaliser une analyse de risque. En fait, cette analyse de risque, c'est justement, si les données de la personne fuitent, quel est le risque pour elle? Est-ce qu'il est grave ou non? Et est-ce que justement on a mis assez de mesures de protection? Donc par exemple du chiffrement, des pare-feux, des antivirus assez puissants pour éviter justement que les données fuitent de ces personnes. Et on peut aussi évoquer voilà, les sélections de sous-traitants. Est-ce que votre sous-traitant est conforme, puis aussi au RGPD? Parce que c'est beau d'avoir un sous-traitant qui fait le taf extrêmement bien, mais si derrière, il n'y a pas de conformité RGPD, s'il y a un problème chez lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va aussi venir chez vous. Vous allez être responsable, donc vous allez aussi prendre la sanction pour votre sous-traitant, ce qui serait dommage. Et enfin, un dernier… Juste Thibaut, le Oui, dernier vas-y, point, vas-y. si je peux me permettre, sur ce sous-traitant, Bien c'est sûr. souvent un point
qui est oublié, comme l'a dit Thibaut, notamment, comme le point sur la conservation des données, ce point sous-traitant est très important, comme vient de le souligner Thibaut, mais c'est souvent un point qui est oublié par toutes les structures et aussi avec nos clients pour lesquels on a déjà fait des audits. On pense à l'interne, on pense aux clients, mais on passe pas du tout aux sous-traitants. Donc c'est vraiment un point, je me permets d'insister, comme le vient de le faire Thibaut, c'est vraiment un point important à ne pas négliger. Exactement. Alors, on y reviendra peut-être s'il y a des questions là-dessus, sur les sous-traitants, parce que c'est vraiment un sujet assez vaste. Et puis, en fonction du type de sous-traitant, il y a différents aspects. Et enfin, du coup, la dernière bonne pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est vivre sa conformité dans le temps. C'est-à-dire qu'avoir un registre des traitements à un instant T, c'est bien. Pour l'instant T, sur le jour même, c'est bien. Mais derrière, il faut pouvoir l'alimenter parce que peut-être que justement, suite à un audit de Pauline sur vos sous-traitants, eh ben, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir changer. Donc, dans votre registre des traitements, eh ben, il va falloir modifier le sous-traitant. Voilà, donc il faut vraiment en fait modifier en continu un peu tout ce registre des traitements. Ce qu'il est conseillé, c'est de faire ce qu'on appelle des revues de conformité, par exemple annuelles, où vous reprenez les traitements, vous dites, OK, ben là, est-ce que tout va bien sur ce traitement-là? On travaillait par exemple avec ce prestataire-là, est-ce que tout va bien de son côté? On a mis des durées de conservation, est-ce qu'elles sont bien respectées? Donc voilà, c'est vraiment arriver à faire ça. Et justement, le bon moyen aussi de faire vivre sa conformité dans le temps, c'est d'utiliser un outil pour gérer sa conformité. Donc forcément, ça permet à la fois de centraliser toute la documentation, mais aussi ça permet d'avoir de transmettre entre guillemets le projet qui a été fait. Parce que imaginons qu'une personne est nommée, cette personne part, et ben derrière pour retrouver les documents, pour savoir où c'était par exemple sur le réseau, etc. C'est un peu plus complexe. Là, l'avantage d'avoir un outil, c'est qu'au moins vous retrouvez ça de façon centralisée. Quelqu'un peut reprendre la main dessus. Et même pour vous, si vous faites accompagner, par exemple par Pauline, eh ben, ça peut être un bon moyen de communiquer directement via la plateforme où elle peut vous mettre à disposition des documents, on peut pré-remplir des registres ou les valider pour vous. Donc voilà, ça sera plus facile, disons, dans un outil que sur du fichier Excel ou sur du Word, même pour les mises à jour, par exemple des fiches de traitement, parce que sur un Excel, on va très vite être tenté d'effacer la cellule et de le remplacer. Seulement, on n'a pas cet aspect de traçabilité où vous allez pouvoir dire, eh ben, par exemple, du 1er mars au 17 mars, j'avais le sous-traitant X et au 17 mars, j'ai changé, j'ai pris le sous-traitant Y. Si vous modifiez directement, si vous n'avez pas de versionning, eh ben, il n'y aura pas de contrôle possible, il y aura pas, vous ne pourrez pas apporter justement toutes ces preuves-là. Donc voilà par rapport aux bonnes pratiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, encore une fois, on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la session. Hop, je vais repasser justement la main à Pauline pour que après ces bonnes pratiques, elle puisse vous expliquer comment elle et le groupe SBSR peuvent vous accompagner dans votre conformité. Merci Thibaut pour cette bonne introduction. Juste avant de parler de cette partie, comment nous, groupe SBSR, pouvons vous accompagner. En 2018, le RGPD, la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'était une contrainte ou une opportunité? On a décidé, nous, groupe SBSR, de le prendre et de le promouvoir auprès de nos clients comme une opportunité de structuration, effectivement, comme l'a dit Thibaut, de clarifier toutes les bases clients, toutes les bases fournisseurs, et en fait, de partir sur quelque chose de propre, j'ai envie de vous dire, et de repartir sur un cycle qui va vous permettre de vivre votre conformité au fil du temps. Ce qu'on vous propose, pardon, nous, groupe SBSR, c'est un accompagnement, si je puis dire, en 3 phases. Le premier, c'est l'audit sur site. Effectivement, vous mettre en conformité sans savoir, sans être bordé sur vos processus, sur les risques, comme l'a dit Thibaut, sur une fuite potentielle de données. Ça va être très compliqué de vous mettre en conformité puisque vous ne saurez pas finalement ce que vous avez. Donc, on vous propose de vous aider en faisant de l'audit sur site, en vous questionnant, savoir exactement qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, quels sont vos actifs, est-ce que vous avez déjà des procédures en place, notamment je pense à des process RH, à des process comptables, qu'est-ce qui est aujourd'hui fait chez vous
Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça l'est pas? Qu'est-ce qu'il faut ajuster pour pouvoir vous mettre en conformité? Suite à cette audit, bien sûr, vous avez un compte rendu et des préconisations qui vont dans le sens de la conformité. Notre deuxième bloc d'accompagnement, c'est l'accompagnement. En fait, on vous aide à mettre en œuvre vos procédures à ajuster avec vos différents interlocuteurs, les interlocuteurs RH, compta, avec vos clients, avec vos fournisseurs. On vous aide finalement dans toutes les démarches qui vont vous aider à vous mettre en conformité. Et le deuxième point de cet accompagnement, c'est la sensibilisation des collaborateurs. C'est un point qu'on n'a pas encore abordé pendant ce webinaire, mais le collaborateur, l'être humain, c'est la première faille du système. Qu'on parle de RGPD, mais qu'on parle de système informatique, c'est la première faille du système. On a très vite fait d'ouvrir un mail avec une pièce jointe, on n'a pas fait attention. On pense que c'est notre RH, notre comptable ou notre collègue qui nous envoie un mail avec une pièce jointe, regarde, est-ce que ça t'intéresse? Et puis, paf, en fait, on prend un virus et on connaît tous les risques qui peuvent s'ensuivre. Donc, le collaborateur, c'est vraiment un maillon essentiel de votre conformité et c'est les personnes qu'il faut sensibiliser et les personnes qui doivent prendre conscience des risques. 4% du chiffre d'affaires de votre entreprise, à n'importe quelle échelle, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un point, là aussi, qu'il ne faudra pas sous-estimer et auquel il faudra faire très attention. Le troisième et dernier point, c'est l'amélioration continue. C'est ce que disait précédemment Thibaut. Votre entreprise n'est pas figée dans le temps. Du moins, je l'espère pour vous, que vous changez de sous-traitant, que vous avez d'autres fournisseurs, que vous faites évoluer vos process. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous propose l'amélioration continue, en faisant aussi la veille réglementaire pour vous, puisque tout comme une entreprise évolue, le texte RGPD peut évoluer. On n'est pas à l'abri de correctifs ou d'évolution dans le texte, donc on le fait pour vous. Et on est aussi là à disposition si vous avez des questions. Si vous vous posez une question, tiens, voilà, mon fournisseur m'a répondu ça, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? C'est tout ce package qu'on peut vous proposer. Et qu'est-ce qu'on utilise nous aujourd'hui avec nos clients? C'est Mission RGPD. Et donc Thibaut, je pense que c'est de la bonne transition pour que tu nous présentes Mission RGPD. En effet, c'est la transition parfaite. Merci Pauline. Hop. Et donc, je vais vous présenter justement, ouais, c'est tout bon. Mission RGPD. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur toutes, bien sûr, les applications. Je vais, comme je vous l'avais dit, vous montrer un peu à quoi ressemble le registre des traitements et comment, vous allez pouvoir participer avec SBSR justement à la constitution de ce registre des traitements. Donc Pauline va pouvoir vous mettre à disposition un certain nombre de fiches de traitement qui sont déjà qu'elle aura déjà pré-rempli peut-être pour vous ou même qu'elle aura totalement faites pour vous en fonction. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver ensuite, comme je vous le disais, un certain nombre de questions qui se réfèrent au registre des traitements, au traitement en tant que tel. Par exemple, quelles sont les populations visées, la population qui est concernée par le traitement. Alors là, justement, on était sur un traitement par rapport au Covid, la rédaction du document unique d'évaluation des risques. On est un peu dans le thème en ce moment. Donc voilà, à quoi sert ce document? Justement, on va venir saisir les finalités, donc expliquer à quoi sert le document. On va pouvoir venir derrière expliquer les données qui sont concernées, par exemple au niveau on va dire qu'on a de l'état civil. Donc qu'est-ce qui est compris dans l'état civil? On a par exemple du nom, du prénom et de la date de naissance. Ensuite, expliquer justement les durées de conservation, comme on le disait tout à l'heure. Alors, quand vous constituez un registre, si vous n'avez pas pour l'instant de durée de conservation, ça sert à rien aussi de mentir et de mettre des fausses informations. Pour l'instant, vous pouvez laisser blanc ou mettre que c'est à définir et vous allez pouvoir définir petit à petit. Parce que le problème de mentir, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est déclaratif. Donc, imaginez que vous mettiez que vous respectez la base légale et que c'est conservé que 1 an. Si la CNIL arrive et qu'elle regarde, ok, là c'est conservé 1 an, mais dans les systèmes d'information, c'est pas le cas,
bah là derrière, il y a de fortes chances que vous ayez une mise en demeure. Et donc la mise en demeure, rapidement, hein, c'est on vous oblige à vous mettre en conformité, et même si vous le faites, ça ne vous soustrait pas forcément à l'amende qui est derrière. C'est même rarement le cas maintenant, parce que la CNIL a un peu changé là-dessus. Avant, c'était beaucoup de l'accompagnement, sachant qu'on aurait dû commencer à se mettre en conformité à partir de 2016. Le RGPD est entré en application en 2018. Là, maintenant, ça va bientôt faire 3 ans en mai. Donc, la CNIL, elle considère que le temps d'accompagnement et de la mise en place du RGPD est fini. Maintenant, on va vérifier. C'est un petit peu ça. Un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est la localisation des données, notamment avec les sous-traitants. Il faut faire attention où est-ce que vos données sont conservées. Alors, j'espère pour vous que ce n'était pas forcément OVH à Strasbourg. Désolé pour ceux à qui c'est arrivé dernièrement. Mais voilà, le RGPD impose d'avoir les données en Europe. Si jamais il y a un transfert en dehors de l'Europe, eh ben, il faut mettre en place un certain nombre de garanties. Alors, pour certains pays, comme je vais vous le montrer, vous n'avez pas besoin parce que ces pays sont considérés comme adéquats, c'est-à-dire qu'ils ont une réglementation qui est suffisamment disons, forte et efficace pour protéger les données. C'est le cas par exemple du Canada, de la Suisse, voilà. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, il va falloir mettre en place un certain nombre de garanties. Alors, vous avez peut-être entendu en début d'année, il me semble que c'était au fin d'année, décembre, janvier, la fin du Privacy Shield. C'est-à-dire que toutes les données qui partaient aux États-Unis étaient protégées par cet accord-là. Malheureusement, cet accord est tombé et pour l'instant, lorsque on envoie ou lorsque vos données sont stockées aux États-Unis, eh ben, il faut mettre en place maintenant ce qu'on appelle des clauses contractuelles type. Eh bien, c'est un document justement qui explique les rôles de chacun et la sécurité qui est mise en place sur les données. Et forcément, les États-Unis, voilà, c'est quand même il y a quelques entreprises, disons, qui utilisent les données et que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc, il faut faire attention aussi à cet aspect localisation et transfert de données. Donc ça, c'est un point assez important. Et ensuite, d'autres questions qu'on peut poser dans le registre des traitements, eh ben, ça va être justement qui a accès en interne aux données et en externe. Par exemple, lorsque vous allez faire la paye, eh ben, vous allez forcément envoyer peut-être des informations à des caisses de retraite, à des mutuelles, etc. Donc ça, c'est considéré comme des destinataires externes. Et enfin, comment est-ce que sont sécurisées les données? Donc ça peut être par exemple, eh ben, vos postes de travail ont un mot de passe, le réseau est chiffré, vous avez des VPN pour vous connecter à distance. Donc voilà, c'est expliquer un peu les mesures qui sont mises en place. Vous allez pouvoir donc remplir cette fiche et Pauline va pouvoir derrière analyser directement dans Mission RGPD et vous dire, eh ben, là, il faudrait peut-être améliorer la sécurité ou là, peut-être, il faudrait mettre des durées de conservation ou revoir le contrat avec tel ou tel sous-traitant, etc. Donc, elle va pouvoir réaliser ces missions directement dans Mission RGPD. Donc, comme ça, vous allez avoir un canal de communication qui sera beaucoup plus simple directement via Internet, simplement. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail dans Mission RGPD, mais sachez que vous allez pouvoir tenir toutes les procédures dont on a parlé tout au long de ce webinaire qui seront directement dans la plateforme. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Encore une fois, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va en prendre une première. Comment faire justement, donc on parlait des sous-traitants, et bien comment faire lorsque le sous-traitant est plus gros que nous, par exemple que le sous-traitant, ça soit Google, on utilise pardon, son service de messagerie ou ses outils, comment faire pour essayer de les mettre en conformité? Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile que si c'était l'expert comptable de votre ville. Donc eux déjà, ils ont forcément une réglementation, ils se sont quand même mis en marche par rapport au RGPD, surtout après les sanctions qu'ils ont pu avoir, mais vous ne pourrez pas imposer vous-même les conditions. Donc ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est de vraiment justement pouvoir documenter tout ce que vous allez faire, tout ce que eux aussi vous ont donné comme information, et puis d'essayer
de rester dans ce cadre-là. C'est sûr que c'est pas évident entre guillemets parce que c'est pas vous qui imposez, mais voilà, si vous documentez, vous mettez la documentation, vous dites que si vous faites attention aux données potentiellement que vous allez leur envoyer ou mettre dans les solutions logicielles. C'est un peu, il y a une deuxième question en deux parties, mais par exemple pour les transferts aux États-Unis, comment faire? Et ben justement, c'est avec des clauses contractuelles types que la Commission européenne a établies et vous allez pouvoir eh bien, grâce à ces clauses, envoyer des données aux États-Unis. Ils travaillent de leur côté. Là, c'est quelque chose quand même qui est assez, où il y a pas mal de groupes de travail pour pouvoir avoir eh ben, une nouvelle protection, un nouvel accord pour envoyer des données aux États-Unis un peu plus librement. Et on a eu aussi la question par rapport au Royaume-Uni. Je ne sais pas si Pauline, peut-être tu veux répondre justement, comment est-ce qu'on fait avec le Brexit maintenant pour envoyer des données vers le Royaume-Uni? Effectivement, le Brexit, ça a été une question, enfin le RGPD et le Brexit, ça a été la question au moment où on a dit, bon ben, ok, go pour le Brexit. En fait, avec les accords commerciaux qu'il y a eu, ils ont aussi mis que le RGPD restait applicable au Royaume-Uni jusqu'en juillet 2021. Donc, malgré tout, ça va vite arriver. Et vraisemblablement que, bah, une fois que le délai sera passé, hein, une fois qu'on sera en juillet 2021, on repartira sur des clauses contractuelles comme avec finalement d'autres États qui ne font pas aujourd'hui partie de l'Union européenne. Juste en précision, c'est pas forcément une question qui est posée, mais il y a aussi d'autres pays qui se posent la question, qui ne font pas partie de l'Union européenne, donc qui n'ont pas de RGPD, mais qui se posent la question de est-ce qu'on n'établirait pas un texte sur base RGPD, hein, Mhm. pour la protection des données. Et puis même plus globalement, toutes les réglementations, par exemple, je pense à la Suisse, je pense au Canada, au Québec, etc., maintenant s'inspirent aussi pas mal du RGPD pour mettre à jour leurs lois. Donc il y avait déjà des lois existantes dans ces pays, mais ils se basent sur le RGPD qui pour l'instant est quasiment l'une des lois les plus protectrices, entre guillemets, pour les citoyens. Et au moins, ça permet aussi d'avoir un socle commun. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, une entreprise à l'international, si vous répondez à une réglementation, bah, comme ça, l'autre réglementation d'un autre pays, elle n'est pas très loin. Le gap est beaucoup plus petit. Donc, il y a vraiment en ce moment cette mondialisation, si je puis dire, du RGPD, qui permettra derrière d'avoir un niveau de protection suffisant par rapport à tout ça. On a une autre question, justement, quels sont les cas de nomination obligatoire d'un DPO? Donc, je le disais au début sur les bonnes pratiques, c'est bien de nommer un DPO, mais en effet, il y a des cas où c'est obligatoire de nommer un DPO. Il y a 3 cas par rapport à ça. Donc, si vous êtes déjà un organisme public, donc tout ce qui est mairie, collectivité, etc., vous êtes dans l'obligation de nommer un DPO. Le deuxième, c'est si vous traitez des données sensibles, donc tout ce qui est, par exemple, données médicales, données de santé, donc tout ce qui est hôpitaux, vont devoir nommer des DPO. Et le dernier cas, c'est lorsque vous traitez par exemple, de condamnation pénale. Alors, je n'ai pas de cas spécifique où je pourrais vous en citer un, mais voilà, ce sont les trois conditions, les 3 cas où vous êtes obligé de nommer un DPO. Bien entendu, vous pouvez nommer un DPO même si vous n'êtes pas dans ces 3 cas. Je suppose que SBSR, Pauline, tu es DPO, mais vous ne rentrez pas forcément dans ces Non, 3 cas. non, Et voilà. ça fait pas partie de notre panel. Il y en a beaucoup, mais pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, donc ça permet aussi, comme je disais, d'avoir un point de contact, le DPO, et surtout lorsque vous allez nommer un DPO, alors qu'il soit interne à l'entreprise ou externe comme Pauline, ce qui est bien aussi, c'est de le faire savoir, c'est de communiquer auprès des collaborateurs, de dire, bah voilà, on a nommé quelqu'un en interne qui est responsable de cette protection des données, parce que vous, si vous voyez quelque chose aussi, si vous avez une sensibilité, et si vous voyez quelque chose dans les données qui vous paraît disons pas correct par rapport à tout ça, bah, vous pouvez en parler à votre DPO. Pour revenir un peu sur ce rôle de DPO, sachez que le DPO,
il n'est pas responsable des manquements RGPD dans l'entreprise, c'est-à-dire que lui, il a vraiment un rôle d'avis et de conseil. Donc, si vous hésitiez à vous nommer DPO dans votre organisation, n'hésitez pas, faites-le parce que vraiment, en fait, vous êtes là pour apporter votre avis, votre conseil. La direction derrière suit ou ne suit pas, mais vous n'êtes pas de responsable. Vous avez un peu un statut de salarié protégé, alors pas totalement comme des délégués du personnel ou autre, mais vous avez un certain statut et sachez que voilà, votre direction doit vous donner les moyens humains et financiers pour mener aussi à bien vos missions. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours bien d'avoir le support de sa direction, d'avoir le sponsor de la direction. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais que je fais maintenant. Du coup, c'est vraiment lorsque vous lancez un projet, c'est d'avoir le soutien du top management, de la direction, de tout ce qui peut être pour lancer justement ce projet-là. Ça vous permettra aussi d'obtenir derrière la collaboration des partenaires, des salariés pour répondre aux questions dans les différents services, etc. C'est beaucoup plus simple d'avoir cette culture RGPD. Comme le disait Pauline, il ne faut pas simplement le voir le RGPD, c'est une contrainte, il faut le voir au contraire en opportunité. À la fois, vous pouvez communiquer derrière auprès de vos clients, comme quoi, voilà, vous êtes en règle. Ça peut assainir certaines bases de données. Donc, comme ça, vous allez être plus pertinent dans l'envoi de mail ou dans votre phoning, etc. Voilà, il y a tout un tas derrière de vecteurs d'opportunités que vous pouvez obtenir grâce au RGPD. Il faut vraiment ne pas voir ça, que comme une contrainte. Effectivement. Et juste pour compléter, on parle aussi de nettoyer une base, mais il faut aussi voir le RGPD sur quand on va, par exemple, changer le logiciel client. C'est aussi là le moment où on va se dire, bon, ben voilà, j'ai un nouvel outil, je vais prendre le RGPD comme l'opportunité d'être en conformité, ce qu'on appelle by design, hein, donc dès la conception du projet. Donc c'est aussi là, il ne faut pas juste le voir comme, ben, j'ai des outils, je vais les améliorer, mais on peut aussi le voir, et il faut le voir aussi sur des nouveaux outils. Je les conçois de sorte qu'ils soient en conformité avec ce que me demande la réglementation. Exactement, Pauline. C'est pour ça aussi que le DPO, d'avoir une personne référente en interne, c'est utile parce que pour un lancement de projet, justement, le lancement d'une nouvelle application, d'un nouveau logiciel, c'est bien d'intégrer cette personne directement dans la boucle parce qu'elle va pouvoir vous dire, là, attention, parce que les données, on ne pourra pas les supprimer parce que si on les supprime, la base de données, elle tombe. Donc voilà, c'est bien d'avoir ça en amont plutôt que une fois que le logiciel est fait, l'application est faite, on dit au DPO, vas-y, maintenant vérifie. Il va vous dire, alors ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et vous allez perdre encore à la fois du temps et puis de l'argent parce que vous allez devoir vous y remettre dedans. Donc, c'est vraiment, Pauline a raison, privacy by design en amont de tout projet, vraiment poser les questions aux personnes référentes, DPO internes, externes, peu importe, mais d'avoir son avis pour ne pas partir dans la mauvaise direction. Parce que sinon, on a le pendant du privacy by design, c'est le privacy by default. Comme l'a dit Pauline, c'est de mettre en œuvre des mécanismes sur des solutions qui sont déjà faites. Alors, ça peut être déjà plus coûteux et puis ça peut des fois un peu moins bien marcher ou être plus complexe. Donc voilà, sur les nouveaux logiciels bien intégrés. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. Pauline, est-ce que peut-être tu as un dernier mot, un dernier message avant qu'on termine ce webinaire? C'est un peu un récapitulatif de ce qu'on a dit. Il faut vraiment le voir comme une opportunité et plus une contrainte. Et ça peut être que bénéfique d'entamer une démarche RGPD de sécurisation et de mise en conformité. Ça peut vous permettre d'y voir aussi plus clair dans votre patrimoine de données, puisqu'aujourd'hui on parle aussi de patrimoine de données. C'est aussi les richesses des entreprises. Donc voilà, voyez-le comme une opportunité et plus comme une contrainte. Exactement. Vous retrouverez du coup le PowerPoint, vous pouvez le récupérer directement dans la barre, enfin dans le navigateur là où vous êtes sur GoToWebinar. Et vous avez du coup voilà toutes nos infos. N'hésitez pas à suivre SBSR et Mission RGPD sur les réseaux, sur les sites internet et à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins d'accompagnement. On est tous là pour y répondre. Pauline, merci beaucoup Merci à toi, d'avoir été Thibaut.
Et merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous peut-être très prochainement du coup pour soit d'autres webinaires, soit peut-être une rencontre pour des démonstrations ou des accompagnements pour vos conformités RGPD. Merci à tous. Merci à tous, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.